Bonjour à tous. Euh, donc voilà, moi je me présente, Adrien. J'ai créé une société qui s'appelle Golden Moustache il y a 4 ans. Et pour nous présenter rapidement, en fait, on produit des vidéos d'humour qu'on diffuse après sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le web en général. Et, euh, et donc, en fait, quand on a créé cette société il y a 3 ans et demi, on s'est dit, bon, comment on va faire en fait pour que, partant de rien, parce on n'existait pas, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens voient nos vidéos, comment est-ce qu'on va faire pour faire peut-être des milliers de vues ou quelque chose comme ça. Et c'était assez compliqué parce que si vous voyez un petit peu comment fonctionne l'univers de YouTube, c'est la plus grosse plateforme de vidéos dans le monde. Il y a des contenus qui sont uploadés en permanence. C'est des chiffres qui sont absolument incroyables en fait en termes de volume de contenu. C'est un univers extrêmement concurrentiel. Et moi, je venais de la télévision. J'avais travaillé pendant quelques années chez M6, notamment du côté des programmes courts. On fabriquait des programmes courts comme Camelot ou Caméra Café. Donc, on avait l'habitude d'écrire des petits sketchs un peu marrants. Mais là, la question était un peu différente. C'était comment faire pour que, à partir du moment où je mets ces contenus en ligne, les gens soient au courant de ça, soient avertis de ces contenus, qu'ils les regardent, qu'ils se les partagent et tout ça. Et, euh, et donc c'est mon sujet d'aujourd'hui en fait. Je vais essayer de vous expliquer après 3 ans d'expérimentation, ben, ce qui peut ce qui peut faire le succès d'une vidéo sur YouTube. Donc c'est un sujet assez étroit, mais plus globalement, comment communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour que votre message soit entendu et repris. Et nous, on a procédé un petit peu par expérimentation, c'est-à-dire qu'on a mis 3-4 vidéos au départ. La première a pas du tout marché, la deuxième a pas du tout marché, et donc on s'est commencé à se faire du souci parce que on avait prévu, je me souviens dans le business plan, de faire, je crois, 50 000 vues par vidéo. Et là, ça faisait bah, des chiffres dérisoires. Et la troisième vidéo a fait 1 million de vues en 72 heures à peu près. Et donc on s'est dit, mais qu'est-ce qui se vient de se produire par rapport aux autres? Alors, en l'occurrence, elle est un peu particulière celle-ci parce qu'elle traitait de manière humoristique de la masturbation et de ses conséquences. Donc, on s'est dit il y a peut-être un facteur à décorréler en termes d'enseignement par rapport au reste. Mais néanmoins, alors après, on en a mis d'autres et puis ça a moyennement marché. Et puis ça recommence, on en a refait une autre qui a fait 1 million de vues à peu près dans le même temps. Et donc, on s'est dit, bon, il y a peut-être un certain nombre d'enseignements à tirer et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. On a dégagé 3 principes qui ne sont pas une recette magique. Malheureusement, on n'a pas compris à date comment faire un blockbuster, comment faire un énorme succès, on ne sait pas. Mais on a repéré 3 critères, enfin, 3 choses communes dans un succès sur YouTube et plus généralement sur le web en général. Et donc c'est ça dont je vais vous parler. Il y a 3 idées. La première, c'est que l'expérience que vous faites du contenu sur le web, la manière dont vous le consommez, dont vous le découvrez, est très particulière par rapport à d'autres expériences de contenu. La deuxième idée, c'est que vous adressez une communauté, ce qui est une notion un petit peu différente, par exemple, de l'audience en télévision. Moi, je venais de la télé et j'ai mis un petit peu de temps à comprendre la différence avec ce que c'est qu'une communauté, comment elle se construit, comment elle fonctionne. Et la troisième idée, c'est que, et celle-là va de soi, c'est que si vous voulez faire un succès de communication sur le web aujourd'hui et sur les réseaux sociaux, il faut que les gens partagent votre contenu. Parce que s'il n'y a pas de partage, vous êtes en fait du coup naturellement limité à votre audience naturelle, qui est forcément restreinte. Donc la première idée est la suivante. Ah, on essaie toujours, nous, quand on fabrique un contenu et qu'on le publie, de se demander dans quel contexte les gens vont le découvrir et le regarder et le consommer. Et à ce titre-là, moi je voudrais opposer différentes expériences de consommation d'un contenu culturel, artistique ou de divertissement. Par exemple, là aujourd'hui à TED, vous venez, c'est une démarche consciente, vous faites un effort particulier, vous avez prévu de le faire. Si je le pousse un petit peu plus loin dans ce genre d'expérience, si vous décidez d'aller à l'opéra par exemple, il y a peut-être des fans de Wagner dans la salle. Si vous voulez aller à Bayreuth, c'est toute une démarche, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir une place, ça coûte assez cher, même très cher. Et il faut se déplacer là-bas, vous vous habillez pour l'occasion, vous vous installez dans la salle. Donc vous êtes dans une disposition d'esprit extrêmement réceptive pour voir un contenu. Ce qui fait que vous avez un niveau de tolérance et d'attention qui est très très élevé. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les portables notamment créent chez la plupart d'entre nous un déficit d'attention de plus en plus, on se lasse de plus en plus vite des choses. Mais quand vous avez fait la démarche de choisir un contenu et de le voir, vous avez une plus grande attention. Et nous, on se dit à l'inverse, quand on publie un contenu sur YouTube, c'est peut-être la pire des expériences de consommation possible pour un contenu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous dit à l'arrêt de bus, tiens, t'as vu cette vidéo, c'est marrant, ah ouais, non, c'est nul. Et du coup,
on se dit si c'est ça, le cas à peu près général dans lequel les gens vont découvrir nos contenus, sur lequel on a, nous, pas mal bossé, pas mal investi, alors les premières secondes, même avant même que le contenu ait commencé, tout ça est fondamental. Le titre. Je ne sais pas si vous avez en tête, par exemple, les titres que vous pouvez trouver sur les sites comme Yahoo ou le Huffington Post ou BuzzFeed, où même si le sujet n'est pas très intéressant, la manière dont c'est tourné vous donne envie de cliquer, alors même que vous savez que ça, a priori vous allez être déçu de ce que vous allez trouver comme réponse. La vignette, c'est-à-dire le dessin qu'on met dessus, la photo. Chez Netflix, là, ils viennent de rendre public une étude qui raconte en fait que chez Netflix, en fait, ils bêta-testent en permanence les vignettes sur lesquelles vous allez cliquer pour voir quelles sont celles qui entraînent le plus haut taux de clic. Et ils ont découvert que, par exemple, moins il y a de personnages sur une vignette, plus on clique. Plus les personnages ont l'air méchants, plus on clique, alors que plus ils ont l'air sympas, moins on clique. Donc c'est anecdotique, bah oui, mais du coup ça entraîne une plus grande consommation de contenu. Et là, on n'est même pas encore rentré dans le contenu, on est près les premières images de la vidéo. Et puis après, il y a les premières images qui arrivent. Et je ne sais pas si vous avez en tête, par exemple, les publicités pour les voitures. Il y a une espèce de lieu commun quand on fait une pub pour les voitures, c'est vous prenez un paysage écossais, brumeux, magnifique, puis il y a une très très belle voiture qui serpente au loin comme ça, sous fond de musique symphonique. Alors ça c'est super en télé, mais si vous faites ça sur YouTube, il y a un problème fondamental, c'est qu'en bas de l'écran à droite, il y a marqué vous pouvez skipper cette publicité dans 5 secondes, avec un décompte et tout, et donc vous êtes complètement focalisé sur le fait que dans 2 secondes, vous allez pouvoir vous débarrasser de la publicité. Et du coup, nous, notre conseil quand on travaille comme agence de pub, on se dit, bah, en fait, vous avez 5 secondes pour convaincre les gens de ne pas faire ça. Et donc, il y a une espèce de rythme un petit peu particulier à YouTube. Et c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est en fait qu'on a une sorte de temporalité relative au contenu. 3 minutes à l'opéra, c'est rien. 3 minutes au temps YouTube, enfin, ça paraît une éternité. Donc, je vais vous montrer un exemple d'une vidéo typique. Ça, c'est un gros succès sur YouTube, juste pour attirer votre attention sur le rythme avec lequel il va raconter son histoire. En réalité, si je gueule tout le temps Faut dans mettre un la peu plus vidéo, de c'est son. parce que... Tu veux des poulets ou pas? Du poulet? Hein? Poulet? J'adore le lait. Parce que l'autre fois, j'étais dans la rue, je marchais tranquille. Et là, il y a un mec de loin qui me dit: ah, mais t'es le couillon qui gueule tout le temps. Va te foutre. Eh, mais calme-toi, c'est pas méchant ce que je te dis là. Il est fou, lui, ou quoi? Ça va, arrête de t'énerver tout le temps comme ça, hein? Voilà. Typique d'une vidéo YouTube, ça va très vite. Les gens les plus connus sur YouTube en France, c'est Norman et Cyprien. Et si vous regardez leurs vidéos qu'on appelle des podcasts, en fait, c'est comme un peu du stand-up où vous racontez une blague et ça a l'air assez cool en fait quand vous regardez le rythme, mais en réalité, c'est très rapide parce qu'au moment même où ils ont fait la blague, ils passent à autre chose. Et si vous le comparez avec ce qu'on fait en télévision, par exemple, dans les Guignols de l'info, il y avait avant une séquence typique, c'était la séquence de l'interview. Et donc il y avait PPD qui recevait quelqu'un à côté de lui, et il y avait une blague en général. C'était la même blague tirée pendant 1 minute 30. Donc c'était marrant, mais c'était le temps télé en fait. Alors que sur internet, 1 minute 30 sur la même blague, ça paraît aberrant en fait. Les gens se disent, bon bah, ça y est, j'ai compris, je passe à autre chose. Et dans le pire des cas, si j'ai pas compris, je reviens en arrière, je le regarde à nouveau. Donc il n'y a pas la même temporalité. Donc ça c'était mon premier point, c'est de dire, faire attention à avoir cette notion de rythme et de format, et appliquer ça à la plupart des messages qu'on veut passer, que ce soit une vidéo, un tweet, un article. La forme compte. Aujourd'hui, il y a une société d'information qui est en train d'exploser sur Facebook, c'est AJ+, pour Al Jazeera+. Ils font des vidéos en fait qui peuvent se consommer sans le son, postables sur le player de Facebook, et qui font moins d'une minute. Et bah, naturellement, ça explose parce que c'est très très facile à consommer. Mon deuxième point, c'est de dire en fait, on ne s'adresse pas, en fait, quand on publie un contenu sur Internet, à une audience à un moment particulier. C'est-à-dire que si vous faites un journal télévisé, par exemple, vous savez que vous avez 3-4 millions de personnes qui vont vous regarder, mais à un moment précis, et que c'est des gens qui n'ont pas forcément de points en commun, ils ont décidé de regarder votre chaîne plutôt qu'une autre. Mais la différence avec Internet, c'est que sur Internet, les gens se construisent en communauté. Et alors, la définition que nous on donne à une communauté, c'est la suivante, c'est l'ensemble des gens qui se mobilisent autour des valeurs de votre marque. Quand je dis marque, ça veut dire une marque d'annonceur, un média, un individu, mais quelqu'un ou quelque chose identifié autour d'un certain nombre de valeurs. Et dans ces valeurs-là, les gens vont agir de manière plus ou moins forte.
autour de votre marque, les gens vont par exemple adorer ce que vous faites, il y en a qui vont être intéressés, il y en a qui vont trouver ça nul, il y en a qui vont vous haïr, et puis il y a une grosse majorité de fans. Et puis il y a les 1, 2, 3, 4% de fans hardcore de ce que vous faites. Et ces gens-là, c'est très intéressant parce que avec Internet, vous pouvez les identifier de manière très précise. Sur YouTube, par exemple, nous, on utilise une fonctionnalité qui s'appelle Top Fan et qui nous permet de voir quels sont les gens qui ont le plus d'interactions avec notre marque, qui partagent le plus, qui aiment le plus, qui font le plus de commentaires qualitatifs par rapport à ce qu'on fait. Donc on peut savoir qui c'est, on peut avoir des informations sur quel est leur profil et on peut communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'on peut aller voir directement les gens qui sont le plus concernés par ce qu'on raconte. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, si on entretient un dialogue avec cette communauté-là très fort, ils peuvent devenir des ambassadeurs de votre marque. Ils peuvent devenir le relais de ce que vous dites. On a coutume de dire sur Internet que la manière dont la communication fonctionne, c'est que je parle, enfin une personne parle, elle envoie son message à une audience, l'audience répond, sauf si c'est vraiment pas du tout intéressant. Si l'audience vous répond, bah, a priori, vous devez lui répondre à nouveau. C'est ça le community management. Et si vous créez les conditions nécessaires à ce que ça se produise, normalement, l'audience et la communauté va se mettre à parler entre soi. C'est ce qu'on appelle le user-generated content. Et quand ça se produit, ça a un impact qui est monstrueux parce que tout d'un coup, au-delà de vos efforts naturels, les gens vont s'emparer de votre contenu et ils vont commencer à créer des méta-contenus, des parodies, des détournements, vont prendre votre message et le porter le plus loin possible. Et c'est ça ce qu'on appelle un buzz, concrètement, c'est quand ce genre de choses se produit. Nous, on l'a vécu quelques fois avec notre marque. On avait fait une vidéo que vous avez peut-être vue en novembre autour de la COP21. On s'était engagé pour soutenir Nicolas Hulot autour des thématiques climatiques. Et les gens se sont positionnés, je pense, non pas à cause de la qualité de la vidéo, mais parce que ça leur parlait. Et ils ont pu se réapproprier un message assez simple qui est de dire on se sent concerné par le sort de notre planète. Du coup, mon point est le suivant. Si le contenu ou le message que vous voulez porter peut être approprié par les gens, ils peuvent se l'approprier, en faire quelque chose à leur manière, tout d'un coup, ça peut devenir incroyablement fort. Du coup, je voulais prendre cet exemple-là. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une image du dernier Star Wars. Et cette image-là était dans la bande-annonce, dans le trailer qui était en avril 2015 ou en mai 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et cette image-là a fait le tour du web, simplement parce que le méchant a un sabre laser avec une croix, une sorte de garde sur les côtés. On va me dire c'est anecdotique ce genre de choses, mais pas dans l'univers de Star Wars, où les gens comme moi, qui sont des gros fans, se disent c'est une innovation majeure qui change la face de l'humanité, et du coup, les gens en parlent. Et donc, ils font ça, par exemple, ou ça, ou encore ça. Je sais pas, je suis pas en train de vous dire que ça a beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, ça génère une conversation très riche. Et donc, il y a des trucs, en fait, pour générer ça. Un des trucs les plus connus, nous on essaie de le faire assez systématiquement, c'est ce qu'on appelle les Easter eggs, en français œufs de Pâques, c'est-à-dire c'est les petits détails cachés dans votre contenu que les 1% de tarés vont voir, et ils vont être tellement contents de les découvrir qu'ils vont en parler à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est valorisant. Tout d'un coup, vous découvrez un truc incroyable, le réflexe naturel est de foncer voir votre copain pour lui dire tu sais j'ai découvert tel truc et tout. Ça donne ce genre de choses, par exemple, dans l'avant-dernier épisode de Bref, vous vous souvenez de la série sur Canal+, qui n'était pas un programme web, mais qui était fait un peu dans cet état d'esprit, ils ont mis une ligne de morse à l'intérieur. Alors je ne sais pas combien il y a de gens dans cette salle qui comprennent bien le morse. Il n'y a pas de main levée, donc j'imagine pas beaucoup. En tout cas, moi, je ne le comprends pas. Et la probabilité, donc ça donne ça. Quelle est la probabilité que quelqu'un s'aperçoive qu'il y a une ligne de morse dans cet épisode à la télé? On va dire faible. Et combien de gens qui comprennent le morse vont bien décoder ce message et vont en parler? Eh ben, c'est arrivé, il y a bien un mec qui comprend le morse, qui s'est dit c'est génial, ils ont mis en morse, c'est quoi? C'est bref. Message incroyablement fort, et le mec était tellement content qu'il l'a publié sur toute la toile, tout le monde se dit c'est génial, c'est quelle innovation majeure dans l'écriture audiovisuelle, etc. Donc, et ça s'est répandu de plus en plus. Troisième point, j'y arrive du coup, c'est qu'est-ce qui fait que les gens vont se partager un contenu? Je vais vous montrer la vidéo juste après. Nous, on a une théorie qui n'est pas révolutionnaire non plus là-dessus, mais de bon sens. On se dit, les gens partagent ce en quoi ils se reconnaissent.
De la même manière qu'à une époque, quand vous étiez ado, enfin, quand moi j'étais ado en tout cas, on se définissait un petit peu par nos goûts musicaux, dans le rock, dans le hip-hop, ce genre de choses. On disait, ouais, tiens, j'aime bien tel groupe, et ça voulait dire quelque chose de qui on était. Et ben, aujourd'hui, il y a un petit peu de ça dans ce que vous mettez sur votre wall, ce que vous publiez sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en publiant un contenu, en relayant un contenu, bah, vous dites, voilà comment je vois le monde, voilà ce qui me fait rire, voilà ce qui m'a touché, voilà ce qui me fait marrer ou ce qui me fait peur, par exemple. Et plus le contenu publié permet de susciter cet élément de définition de sa personnalité, bah, plus il se partage. Alors il y a des choses qui peuvent vous faire rire et que vous ne partagerez jamais parce que c'est relativement honteux. Il y a des gens qui posent une question qui est marrante comme ça, c'est pourquoi sur les sites pornographiques il y a un bouton de partage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui partage une vidéo de YouPorn, moi pas, parce que ça se partage pas. Et pourtant, c'est un élément de définition de la personnalité. Donc ce que je dis n'est pas complètement vrai, mais mon point est de dire, voilà, si vous arrivez à mettre le doigt sur quelque chose qui est bien vu, qui est juste, qui est dans l'air du temps, qui a un écho très fort avec ce que les gens ont en tête. Et on voit de plus en plus qu'il y a différents types d'actualités. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques années, les news, les headlines, c'était l'actualité internationale. Et puis après, on est passé à l'actualité locale. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ouverture des JT, c'est très 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 local et très concernant. On n'est pas loin, à 13 h sur une chaîne, sur la une, de commencer en disant alors la fête de la courgette aujourd'hui, machin, etc. Et quand vous regardez maintenant sur Facebook, on est encore plus que dans le local, dans l'ultra concernant. C'est-à-dire que les gens que vous connaissez, ce qui est arrivé près de chez vous de plus en plus. Donc si vous arrivez à inscrire votre contenu dans un contexte extrêmement concernant, et ben, il y a de plus en plus de chances qu'ils se partagent. Alors je vais vous montrer une vidéo de Cyprien qui lui a essayé de raconter un petit peu ce qu'il percevait du monde de l'entreprise. À chaque fois que je vois une marque ou un produit, je peux pas m'empêcher de m'imaginer les gens qui ont bossé dessus derrière en réunion. Parce que parfois ils prennent des décisions bizarres, ces gens-là. Alors je m'imagine les réunions chez Ikea, chez Apple. Dans mon cerveau, ça donne ça. Les réunions chez Apple. Un iPad avec plus de pixels. On l'a déjà fait ça. Et mec, on a trouvé une note de Steve Jobs avec des idées de nouveaux produits. Bon, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. iPhone 6. iPhone 6, c'est bien. Chez Microsoft. Combien de surface on a vendu? C'est très bonne idée. C'est bien qu'on en parle. Comme ça, on peut se. Ouais. Allez, allons les boîtes. Chez Nokia. Vous vous souvenez du 3310? Ah oui, c'est le téléphone qui se vendait. Ouais, on est à des choses concernantes que tout le monde comprend, qu'on partage. Bah, j'arrive au terme de cette présentation. Une fois encore, les trois principes que j'ai énoncés, c'est pas des règles gravées dans le marbre, et on peut faire exactement le contraire de ce que je viens de dire, à mon avis, et toujours faire des gros cartons sur YouTube. Mais mon point plus large, c'était de dire, dans le monde des réseaux sociaux qui sont en train de se développer aujourd'hui, si vous voulez faire passer un message de communication puissant, c'est important d'avoir en tête que la communication unilatérale, c'est-à-dire je parle, j'envoie un message sans attendre de retour, est terminée, et que maintenant il y a des gens qui peuvent vous répondre, des gens qui peuvent s'approprier votre contenu, votre parole, et il est essentiel de les prendre en compte dans la manière dont vous allez structurer et passer votre message. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.